Bien, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir. Je suis Thierry Delahaye, président de My Connecting. Alors, je tiens à m'excuser, ils ne sont pas là, mais c'est vrai que vous êtes très nombreux à participer à ce webinaire et malheureusement, nous n'avons pas pu accueillir tout le monde. Donc, nous nous excusons par avance pour ceux qui, malheureusement, ne pourront pas participer en live à ce webinaire. Mais bien évidemment, nos équipes sont à leur disposition pour leur transmettre le replay, les questions-réponses, puisque, comme à notre habitude, et je remercie Jean-Pierre voilà, de nous faire bénéficier, comme d'habitude, de son expertise, mais à la fin, nous vous transmettrons les réponses aux questions auxquelles nous n'aurons peut-être pas eu le temps de répondre. Alors, effectivement, nous sommes très nombreux à nous intéresser au FNE formation et je dirais tant mieux. Le FNE formation est une formidable opportunité. Euh, Avoir la possibilité de former tous les collaborateurs qui sont en activité partielle et ils sont malheureusement très très nombreux, eh bien, puisque plus d'un salarié sur deux quasiment est en activité partielle. Donc, avoir la possibilité de développer leurs compétences, c'est une véritable opportunité et cette opportunité, je pense qu'il est extrêmement important que nous puissions la saisir et c'est justement l'objectif de ce webinaire, c'est de faire en sorte que Jean-Pierre et My Connecting, nous vous apportions le plus de réponses possibles, pratiques, opérationnelles, pour faire en sorte de mettre en œuvre cette opportunité et en faire bénéficier l'ensemble de vos collaborateurs. Alors, je pense que nous sommes tous convaincus de l'importance du développement des compétences et d'autant plus dans la période actuelle. On a eu l'occasion l'autre jour, pour ceux qui reparticipent pour la seconde fois à ce webinaire qui, rassurez-vous, a été mis à jour sur un certain nombre d'informations, d'en parler. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la période actuelle, développer les compétences, eh bien, c'est déjà préparer la reprise et plus nos collaborateurs, plus les collaborateurs de vos entreprises, de nos entreprises aborderont cette reprise avec des compétences adéquates et renforcées, eh bien, plus cette reprise sera efficace. Le second point, et qui est absolument essentiel, c'est évidemment l'employabilité des collaborateurs. Nous avons tous une responsabilité, la responsabilité de l'employabilité, et il est impératif de gérer cette employabilité et d'accompagner nos collaborateurs dans le développement de leur employabilité. Et c'est d'autant plus indispensable dans la période que nous traversons aujourd'hui, que ce soit pour leur donner confiance, que ce soit pour leur permettre de saisir des opportunités et s'adapter à un contexte qui est un contexte évidemment difficile. Et puis le troisième levier, et qui pour moi est un levier extrêmement important, c'est le levier psychologique. Je pense que pour beaucoup de collaborateurs, et on le sait, qui sont en activité partielle, et bien évidemment, l'activité partielle est une période qui est mal vécue, qui génère de l'anxiété, indépendamment des conditions personnelles dans lesquelles nous vivons. Et encore une fois, j'espère que pour chacun d'entre vous, cette période difficile, euh, pour vous et vos proches, est traversée dans les meilleures conditions. Mais nous savons que c'est une période qui est difficile. Et la formation est un moyen de les maintenir dans une dynamique positive. Donc, vraiment, mettons à profit l'opportunité du FNE formation pour répondre à ces différents objectifs qui sont extrêmement importants. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, très rapidement, et on va peut-être passer au slide suivant. Merci. Donc voilà, nous sommes 240 à vous accompagner, à accompagner vos apprenants dans le développement de leurs compétences. 85% de notre activité en 2019 était une activité distancielle. C'est vrai que My Connecting, nous avons démarré dans la formation à distance avant de devenir un acteur généraliste, mais ça représente quand même 85% de notre activité. Et l'année dernière, nous avons formé un peu plus de 10 000 apprenants avec, comme vous pouvez le constater, un taux de complétion qui est important parce que la motivation
à travers l'hyper-personnalisation, à travers la capacité à générer l'adoption et la formation en situation de travail notamment, sont des leviers importants qui nous permettent d'embarquer les apprenants. Et pour nous donner envie et embarquer les apprenants, c'est notre première mission. C'est indispensable pour la transférabilité, bien évidemment. Alors, nous intervenons dans 4 domaines, le digital et la bureautique. Alors, le digital, la culture digitale, et la bureautique, parce que les deux sont étroitement liés. On ne peut pas dissocier aujourd'hui les logiciels de l'usage des logiciels, et nous sommes capables d'accompagner vos collaborateurs sur ces composants, mais aussi les soft skills. Et nous avons lancé, il y a de ça quelques semaines, enfin avant le confinement, une offre de soft skills à distance qui, bien évidemment, répond aux besoins d'un très grand nombre d'entre vous dans la période actuelle et les langues. Alors, ce qui nous caractérise, d'abord l'hyperpersonnalisation, parce qu'il ne peut pas y avoir d'adoption, il ne peut pas y avoir de capacité à embarquer sans l'hyperpersonnalisation. Et c'est vrai que tous nos dispositifs intègrent de l'hyperpersonnalisation pour répondre très précisément aux besoins de chaque apprenant. La culture de l'accompagnement, vous le savez, chaque apprenant chez MyConnecting est accompagné par un coach indépendamment du formateur, et nous savons que l'accompagnement est un levier important de la réussite des formations. La formation en situation de travail, et c'est vrai que là, de ce point de vue-là, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais la formation à distance permet vraiment de faire de la formation en situation de travail avec une efficacité en termes de transférabilité. La formation à distance a des capacités à s'intégrer dans le quotidien des collaborateurs, et cette formation, cette pédagogie est évidemment très efficace, qui nous permet d'avoir une forte culture du résultat chez MyConnecting, une forte culture du résultat avec une transparence importante, puisque vous avez la possibilité sur vos espaces de mesurer la performance des dispositifs que nous déployons pour vous. Donc, vous voyez que nous nous inscrivons vraiment dans une démarche de faire gagner vos apprenants et de vous faire gagner, vous, entreprise. C'est une démarche gagnante et partagée pour tout le monde avec des bénéfices importants. Alors aujourd'hui, on va parler du FNE Formation, une opportunité. Alors bien sûr, il y a des complexités autour du FNE Formation, mais en fait, on va vous les réduire aujourd'hui grâce à l'intervention de Jean-Pierre et de ceux qui ont contribué à organiser ce webinaire. Et je te remercie, Jean-Pierre, d'avoir trouvé la disponibilité pour y participer et faire profiter de tes lumières les nombreux participants à ce webinaire. À toi. Alors oui, on va, si vous voulez, reprendre. Alors il y a des conditions. On a fait un webinaire le 10 avril dès que la mesure est sortie, et les conditions ont un peu circulé. Donc on va se centrer sur chacune des thématiques, sur les nouveautés, les retours d'expérience qu'on peut déjà avoir. Certains ont commencé, n'hésitez pas à poser vos questions dans le pavé de droite. Il y a une première question auquel laquelle la réponse est simple à apporter, c'est on doit vraiment mettre les gens dans former alors qu'il est en chômage partiel et que d'habitude, il se forme pendant le temps de travail. Alors, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens techniques, on est dans la question managériale. D'abord, et c'est peut-être une condition qui est propre à la fois au chômage partiel et à la formation, il faut que ce que l'on propose aux salariés soit à la fois, apparemment vous m'entendez pas très bien. Oui, Thierry, tu Jean-Pierre, confirmes, j'ai on m'entend pas l'impression, très bien ou ça va, effectivement, le on son est t'entend. correct? Non, on t'entend assez mal et l'image est pas nette. On n'a pas la chance de te voir et de t'entendre très très bien.
Je ne sais pas s'il y a un Ah, problème de réseau chez toi. ben, apparemment non. En plus, moi j'ai un retour qui est plutôt bon. Je vais essayer de voir. Oui, donc je disais la question de la motivation, effectivement, on ne peut pas forcer quelqu'un qui est en chômage partiel à se former. Il faut qu'il soit volontaire. Et ce volontariat, il peut venir de l'attractivité de la formation qu'on lui propose. Vous avez quand même intérêt à vérifier la qualité des formations que vous mettez à disposition des salariés, parce que si quelqu'un est déjà pas extrêmement volontaire, si on lui propose des produits rébarbatifs, où il est mal accompagné, etc., ça va encore plus le persuader que ça n'a aucun intérêt. Et puis, c'est la finalité, c'est-à-dire à quoi vont servir les compétences que le salarié va acquérir. C'est-à-dire que s'il ne voit pas l'intérêt, vous connaissez la formule hein, de Bertrand Schwartz, on ne forme pas les gens, seuls se forment s'ils y trouvent intérêt. Donc la réponse, elle est peut-être dans l'intérêt que les gens pourraient trouver dans les compétences qu'on leur propose de développer et les usages qu'ils pourront en avoir. Mais il n'y a pas une réponse juridique, c'est une réponse managériale sur comment on peut inciter les salariés à se former alors qu'ils n'ont pas l'obligation de le faire pendant l'activité partielle. On va revenir, si vous voulez, on va dérouler sur les entreprises éligibles. Je répondrai tout à l'heure aux autres questions. Et ensuite, je reprendrai sur les salariés formés, quelle formation, etc. Alors, pour les entreprises éligibles, juste deux précisions. La première, c'est que c'est une activité, un dispositif qui concerne les entreprises qui ont déclaré de l'activité partielle. Donc, toutes les entreprises qui ont déclaré de l'activité partielle sont potentiellement éligibles. Celles qui ne l'ont pas fait ne sont pas éligibles. Et pour les autres, il n'y a pas d'autres critères. Peu importe le secteur dans lequel on est, la région dans laquelle on est, la taille de l'entreprise, il n'y a pas d'autres critères. Ça veut dire aussi que le bon interlocuteur pour vous, c'est la directe ou l'OPCO, on le verra, mais de la région dans laquelle vous avez déposé votre demande d'autorisation d'activité partielle, puisqu'il y a une continuité. Il faut qu'on puisse vérifier que l'entreprise est bien en activité partielle, quels salariés, etc. Donc la démarche se fait au même endroit, sur le même périmètre géographique que celui de l'activité partielle. Et par exemple, un groupe qui aurait, ou une entreprise qui aurait plusieurs établissements, un groupe qui aurait plusieurs filiales dans différentes régions, qui aurait regroupé les demandes sur un lieu, bah, la demande FNE, elle se fera là. Et si les demandes ont été portées auprès de directs différentes pour différents établissements ou entreprises, toutes les entreprises sont traitées exactement de la même façon. Ensuite, on a les salariés éligibles. Laurine? Alors, avant que la slide arrive, mais elle va arriver, si on peut avoir la diapo suivante, Laurine. Concernant les salariés, ce sont les salariés qui ont été placés ou qui seront placés en situation d'activité partielle qui sont concernés. Alors, concernant le périmètre sur les salariés, l'activité partielle, ce n'est pas le déconfinement et on aura de l'activité partielle qui se poursuivra malheureusement au-delà du déconfinement. Donc, pendant toute la période, l'État a porté à 1607 heures, c'est-à-dire une année complète à temps plein, la durée possible
de la Jean-Pierre, on a un vrai problème avec ta bande. activité Jean-Pierre, partielle. Donc, on pendant a toute la période d'activité partielle, même si elle dure. Jean-Pierre, Oui, en fait, oui, je t'entends, Thierry. on t'entend très mal et Oui, on te je voit très t'entends. mal. Ah, je veux bien. Je peux essayer de. Je sais pas, en changeant de lieu, ça changera rien. J'ai la connexion. Ça va pas mieux là? Écoute, là, on t'entend, là. D'accord. Alors, je disais, pour les salariés concernés, la mesure va perdurer pendant l'intégralité de l'activité partielle. Et donc, il y a plusieurs dates. Le 11 mai, on va être en déconfinement progressif. L'état d'urgence sanitaire a été voté pour 2 mois, donc 23 septembre, 23 mai. On verra s'il est prolongé ou pas. Et les ordonnances qui ont prévu des mesures dérogatoires en matière de formation et de droit du travail s'appliquent jusqu'au 31 décembre. Et la période elle-même d'activité partielle, à partir du moment où on la démarre, peut durer jusqu'à 12 mois. Donc ça veut dire que le dispositif du FNE formation n'est pas un dispositif ponctuel pour les 15 jours, 3 semaines ou le mois qui vient. C'est un dispositif dont vous pourrez bénéficier ou que vous pourrez utiliser pendant éventuellement plusieurs mois, si hélas vous avez de l'activité partielle pendant plusieurs mois. Sont concernés donc les salariés placés en activité partielle, et pour ceux qui auraient une activité partielle qui se cumule avec un temps de travail subsistant, la durée de la formation ne doit pas excéder la durée de l'activité partielle. Par ailleurs, effectivement, les gens en activité partielle, ils ne sont pas obligés de se former. Donc, il faut qu'ils soient volontaires, mais dans les dossiers de demande simplifiés, puisque c'est un dispositif qu'on a simplifié, il n'est pas nécessaire de joindre l'accord écrit du salarié. Donc, ce n'est pas la peine de faire le tour des salariés, de récupérer leur accord écrit. On peut déposer une demande, obtenir l'accord et ensuite déployer les formations et proposer aux salariés en activité partielle de suivre les formations qu'on aura prévues. La seule exclusion concernant les salariés, même s'ils sont en activité partielle, ce sont les salariés en alternance, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, parce qu'ils peuvent toujours, même en activité partielle, continuer à suivre les enseignements de leur CFA et de leur organisme de formation, lesquels d'ailleurs devraient être autorisés, sous réserve du respect des mesures sanitaires, à réaccueillir à partir du 11 mai et ultérieurement les alternants. Jean-Pierre, On va passer. sur l'accord du salarié, un simple mail suffit pour valider son accord. Oui, absolument. Il n'y a pas de formalisme particulier. Il suffit qu'il soit d'accord. Et même si on est sur une formation distancielle, on peut considérer que le fait qu'il se connecte, qu'il suive les enseignements, etc., signifie qu'il est d'accord. C'est-à-dire qu'aucune entreprise n'a la capacité à imposer à un salarié de suivre une formation malgré lui. Donc, ce formalisme-là du volontariat est plus un rappel du cadre juridique dans lequel on est qu'une condition d'accès au FNE. Ça figure effectivement dans l'instruction de la directe de début avril, mais c'est un rappel. On peut passer ah oui, peut-être un petit sondage Ouais, ça. pour mesurer en 15 jours les changements. Alors, juste pour rappel, lors du dernier webinaire, nous étions à quasiment un tiers sur chaque choix possible. Donc là, effectivement, les plus de 50% ont très nettement progressé et on s'aperçoit que parmi vous, les moins de 50 ont diminué aussi et par contre, aucun reste stable. Donc, votre participation est à l'image et bien évidemment
de tendance qu'on note dans l'ensemble des sociétés et des entreprises françaises qui sont très nombreuses aujourd'hui à avoir fait le choix de l'activité partielle. Oui, j'en profite pour répondre à une question qui concernait. C'est vrai que si une entreprise, c'est une question en disant l'entreprise serait prête à enlever pour les jours de formation les gens du chômage partiel, je pense que c'est notamment pour leur permettre de dire qu'ils sont sur le temps de travail et qu'ils ont 100% de leur salaire. Alors, c'est pas de cette manière-là, si vous voulez faire ça, qu'il faut procéder. Vous avez la possibilité, quand les gens sont en chômage partiel, si vous le souhaitez, de verser une indemnité complémentaire. Donc, si vous souhaitez que les gens, parce qu'ils se forment, retrouvent un salaire de 100%, il ne faut pas les remettre sur le temps de travail, parce qu'alors là, effectivement, le FNE ne peut pas intervenir. Je vais apporter une petite pondération, mais il faudrait compléter leur indemnité si vraiment la question est une question de rémunération. Alors, je vais apporter une petite pondération parce que pour les formations, on a des critères sur la nature des formations et des critères sur le moment et la durée. Alors, concernant la nature des formations, l'intégralité, l'État a voulu un dispositif très ouvert. Donc, la seule restriction, ce sont les formations en alternance, on en a parlé, les formations obligatoires relatives à la sécurité qui ne sont pas finançables. Alors, les formations obligatoires relatives à la sécurité, ça pose une question de périmètre. J'ai vu qu'il y avait une question, par exemple, sur est-ce que si je forme mes salariés aux gestes barrières, aux mesures de sécurité sanitaire, ça fait partie des formations obligatoires. Moi, ici, je vais me référer à la définition que l'on a dans le Code du travail des formations obligatoires. Les formations obligatoires, c'est celles sans lesquelles vous n'avez pas le droit de travailler. C'est-à-dire, vous n'avez pas renouvelé un permis, une habilitation, un agrément, vous n'avez plus le droit de travailler. Et je les distingue des formations obligatoires euh, éventuellement liées à la sécurité, mais qui rentreraient, parce qu'on ne peut pas en faire à la liste, et du coup on serait sur un périmètre très flou, qui rentreraient dans le cadre de l'obligation générale de prévention ou de gestion de la santé par l'employeur. Parce que là, on est sur un périmètre totalement différent, c'est-à-dire que c'est nos limites. Par exemple, je dois apprendre aux salariés une formation lorsqu'ils manipulent des charges lourdes. Bon, et du coup, on dit la formation gestes et postures, elle est obligatoire, mais elle pourrait aller, et si on dit les bons gestes en matière de sécurité par rapport aux risques que constitue la pandémie, on n'est pas exactement dans ce cadre-là. Donc, il y aura une part sur ces formations-là d'appréciation. Ce qui doit être exclu, c'est les formations strictement obligatoires. Si je ne les fais pas, je n'ai pas le droit de travailler, ça c'est clair. Après, pour les autres formations, il y a forcément une appréciation, mais on y reviendra parce que les dossiers étant instruits par des directs différentes, puisque c'est géré au niveau régional, et quand elles ont délégué l'instruction aux OPCO par des OPCO, et les OPCO, ils sont 11, c'est vrai qu'on risquerait d'avoir des appréciations différentes sur ce point-là notamment, et des entreprises qui finalement arrivent à avoir des prises en charge et d'autres qui n'y arrivent pas. Alors, peut-être qu'ici, c'est le partage de pratiques qui pourrait nous donner une solution en disant si certaines directs acceptent, pourquoi priver les entreprises, les autres de la possibilité de bénéficier de cette possibilité financière. Alors, au-delà des formations à la sécurité, donc, qui sont obligatoires et qui sont exclues, toutes les autres formations sont concernées. On avait un deuxième critère qui est seules les formations qui se déroulent pendant la période d'activité partielle sont éligibles. Avec une difficulté, c'est que on a des entreprises qui n'ont pas de visibilité sur la durée de l'activité partielle, qui se demandent comment la reprise d'activité va pouvoir se faire. Pour certaines, elles vont être réautorisées à fonctionner à partir du 11 mai. On va revoir la liste des entreprises qui aujourd'hui n'ont pas le droit de travailler. Je rappelle qu'il n'y a pas d'interdiction générale pour une entreprise d'être ouverte.
il y a des restrictions qui figurent dans un décret pour certains secteurs d'activité ou pour l'accueil du public. Mais au-delà, toutes les entreprises, sous réserve du respect des mesures sanitaires, ont le droit de travailler. Et pour donner un peu de visibilité, pour que les entreprises qui s'engagent dans des programmes ne soient pas pénalisées, le ministère du Travail a annoncé, par l'intermédiaire du directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, que s'il y avait reprise d'activité, les gens qui ont engagé des programmes pendant l'activité partielle pour des salariés placés en activité partielle mais qui reprennent l'activité, jusqu'au 31 mai, la formation pourra se terminer, y compris sur le temps de travail, sans qu'il n'y ait de proratisation de l'aide de l'État. La limite qui a été fixée, c'est le 31 mai. Autrement dit, pour toutes les formations qui ne se déroulent que pendant l'activité partielle. Il n'y a pas de limite du 31 mai. On peut former les salariés jusqu'à la fin de l'année, voire au-delà, puisqu'on peut être pendant 12 mois en activité partielle. Pour les gens qui engagent des programmes tout de suite et qui reprennent l'activité, toute la partie de formation qui se déroule avant le 31 mai sera financée à 100%. Et donc, c'est les reprises d'activité post-31 mai qui, elles, donneront lieu à proratisation si on arrête l'activité partielle pour basculer sur du temps de travail. Ensuite, Ça, dernier c'est critère. ça, c'est un point, Jean-Pierre, qui est très important parce que c'est vrai que vous êtes nombreux à vous poser la question de dire oui, mais j'ai pas de visibilité, la direction ne sait pas quand est-ce qu'on va reprendre, comment on va reprendre, quels départements vont reprendre, quels collaborateurs vont reprendre et quand. Est-ce que ça vaut le coup de me lancer dans le montage d'un dossier FNE, sachant que je n'ai pas de visibilité sur la date de reprise des collaborateurs, et bien évidemment, on espère tous que la reprise sera la plus rapide possible. Eh bien là, l'information que nous donne Jean-Pierre est extrêmement importante parce que ça veut dire que les dossiers qui sont montés là en ce moment et qui seront opérationnels dès la semaine prochaine, eh bien finalement, on va avoir un mois et une semaine pour réaliser l'intégralité de la formation, même si les collaborateurs reprennent avant la fin du mois de mai. Donc ça, c'est vraiment une information très importante, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Alors, je voudrais préciser, on m'entend mieux là, Thierry, parce qu'il y avait Ouais, toujours les ouais, messages. Ouais, d'accord, super. Sinon, je coupe effectivement la vidéo. Il y a un autre point qui prête souvent à confusion, c'est qu'il y a la condition que les formations se déroulent à distance. Et certains ont traduit cette condition de formation à distance par le fait du confinement et que quand le confinement serait levé, du coup, cette condition disparaîtrait, qu'on pourrait former les salariés dans l'entreprise. Alors, la condition de former les salariés à distance n'est pas du tout liée au confinement, elle est liée à l'activité partielle. Dans la mesure où les salariés sont placés en activité partielle, ils ne viennent pas travailler dans l'entreprise, d'où cette nécessité d'avoir des formations à distance. Et d'autre part, alors je sais bien que certaines entreprises disent oui, mais ils n'ont pas le matériel adéquat. S'ils venaient dans l'entreprise, ce serait plus confortable, on serait mieux équipé, etc. Ce serait plus simple. Mais on est avec des salariés placés en activité partielle, donc ils n'ont pas l'obligation de travailler, ils sont sur leur temps personnel et ils ne sont pas dans l'entreprise pour éviter les confusions. Donc cette condition de formation à distance, pour l'instant, il n'est pas du tout question qu'elle soit levée avec le confinement ou qu'on puisse changer les modalités de formation. Donc c'est une condition que la formation pour l'activité partielle puisse se réaliser à distance. Lorsque les centres de formation seront réouverts, on pourrait dire, oui, mais s'ils ne vont pas dans l'entreprise, mais dans le centre de formation. Mais là, on va avoir un autre problème. C'est que s'ils vont dans le centre de formation, on a les trajets, on a les risques d'accident, et quand on est en activité partielle, on n'est pas couvert par définition pour les accidents du travail. Et donc, je pense que pour cet ensemble de raisons, on va rester sur la condition que ce soit des formations qui se déroulent intégralement à distance et que ce critère n'a pas vocation à être modifié. Ce qui n'est d'ailleurs pas un problème en termes de qualité et de performance pédagogique. Eh bien non, quand on travaille avec des gens qui font de la qualité, bien sûr, parce que là aussi, on a un peu de tout en cette période. Des gens qui travaillent en mode dégradé, des salariés qui ont peut-être eu des expériences
de formation sur un mode dégradé, du coup, qui se disent que c'est toujours comme ça, la formation à distance, mais je peux témoigner, garantir qu'on peut faire du travail de qualité à distance et que parfois les gens d'ailleurs sont, sont surpris. Si je peux livrer une expérience personnelle et tout à fait récente, j'ai passé 2 jours hier et avant-hier à animer un séminaire à distance, 2 jours en continu, même moi, j'avais des doutes sur la qualité du travail qu'on pouvait faire et les participants étaient surpris qu'on puisse avoir un travail de qualité qui, sur certains points d'ailleurs, par la concentration, l'exigence que ça a, etc., alors il ne faut pas abuser dans le temps, mais peut se révéler in fine d'une efficacité supérieure au présentiel, c'est évident. Alors, venons-en Mais au d'ailleurs, je montant pense du qu'on aura financement. on aura des témoignages à l'issue de cette période d'apprenants, et on le voit Oui, bien dans un certain nombre d'entreprises, où les collaborateurs étaient réticents à aller vers de la formation à distance. On en parlera un petit peu plus loin dans la présentation. Mais c'est vrai que beaucoup de collaborateurs, ou certains collaborateurs, pensaient que la formation à distance était de la formation de moindre qualité. Alors bien sûr, dans formation à distance, il y a tout type de formation, il y a il y a différents types de qualités, mais je pense que à partir du moment où la formation, et on y reviendra tout à l'heure, est délivrée dans de bonnes conditions, les collaborateurs sont surpris de l'agrément et de l'efficacité du parcours qu'ils suivent à distance. ouais. Je vois quelqu'un qui me demande de repréciser la date du 31 mai. La date du 31 mai, c'est la date butoir pour réaliser des formations pour des gens qui les ont débutées en activité partielle, mais qui ont repris le travail, qui ne seront plus déclarés en activité partielle. Donc la durée de la formation excède la durée de l'activité partielle, mais jusqu'au 31 mai, ce n'est pas un problème. La prise en charge s'applique totalement. Au-delà de cette date-là, il y aura une proratisation de l'aide qui ne portera que sur le temps de formation qui s'est déroulé pendant l'activité partielle. Donc, on a globalement 5 semaines, si j'ai bien compté, où on est garanti d'un financement à 100%, quelle que soit l'évolution de la situation du salarié. Et donc, Alors, si le vous n'avez montant, que 5 semaines comme horizon, vous pouvez oui, déjà faire énormément de formations qualitatives et développer beaucoup de compétences. Donc, même sur oui. 5 semaines, c'est une opportunité à saisir. Alors, concernant, et c'est peut-être un point aussi qu'il faut préciser, le montant du financement, parce qu'on voit circuler beaucoup le chiffre et le montant de 1 500 euros. Et donc, certains disent donc c'est plafonné à 1 500 euros. Alors, en réalité, il n'y a pas de plafond particulier de coût. C'est-à-dire que toute formation, quelle que soit sa durée, quel que soit son coût, est par principe éligible. Simplement, c'est dans le cadre de l'instruction. Dans le cadre de l'instruction, le ministère du Travail a dit au direct, donc à ses directions régionales, lorsque le coût moyen par salarié, ce qui d'ailleurs n'est pas le prix de la formation, c'est le coût moyen par salarié du projet qu'on envoie, du programme qu'on envoie. Lorsque ce coût moyen par salarié ne dépasse pas 1 500 euros, et j'insiste sur coût moyen parce que c'est comme ça que c'est formulé dans l'instruction et je vois, y compris des instructeurs, des directs ou des OPCO d'ailleurs, qui regardent si la formation fait plus ou moins de 1 500 euros par personne. Non, c'est le coût moyen par salarié. Donc si je forme 50 personnes, que certaines se forment pour 500 euros et d'autres pour 2000, la moyenne est inférieure à 1 500. Donc je devrais automatiquement agréer ce programme dans son ensemble si je respecte les directives du ministère. Et je n'ai pas de raison d'avoir des refus ou un délai d'instruction plus long. Et cette frontière de 1 500 euros, elle ne concerne que la modalité d'instruction. On dit en deçà de 1 500 euros, c'est un coût sur lequel l'État peut s'engager sans problème et sans qu'on perde de temps, donc l'accord doit être automatique. Au-delà de 1 500 euros de coût moyen par salarié, on a une instruction. Alors, la demande qui a été faite par le ministère aux instructeurs et qui s'applique aussi bien aux directs qu'aux OPCO qui, par délégation des directs, procèdent aux instructions, c'est que l'instruction ne doit pas excéder 72 heures.
parce qu'on a déjà eu des remontées en disant, ben oui, on présente des demandes d'entreprise, hein, on présente des demandes, mais les gens ne savent pas, etc. Alors on peut comprendre qu'un dispositif massif déployé sur toute la France, avec une directive, une instruction qui a été élaborée le 9 avril, qui arrive dans les directs, il faut quelques jours pour se mettre en situation. Bon, ça fait maintenant 15 jours et les premiers retours vers le ministère ont été, il y a des entreprises qui envoient, qui n'ont pas de réponse, etc., où on leur applique des délais trop longs. Donc, engagement, 72 heures, et ces 72 heures, ces 3 jours, doivent être tenus par tout le monde. Alors, c'est la raison pour laquelle on va y venir. Les directs qui sont un peu débordés par toutes les activités qu'on leur demande de faire en même temps ont en grande partie, pas toutes, mais dans leur grande majorité, décidé de s'appuyer sur les OPCO pour instruire ces demandes. Mais les exigences qui s'appliquent aux directs s'appliquent également aux OPCO et on a là un principe simple, c'est l'égalité de traitement des entreprises et des salariés face à un dispositif qui concerne tout le monde et qui n'est donc ni dépendant de la région dans laquelle on est, ni de l'OPCO avec lequel on travaille. Sinon, c'est une Alors, anomalie. ça, ce point, Jean-Pierre, est extrêmement important parce que c'est vrai que depuis quelques jours, nous passons évidemment l'essentiel de nos journées avec nos clients à essayer de leur apporter des éléments de réponse. Et je crois que ce qui est compliqué dans le déploiement de ce dispositif, c'est évidemment tant pour les directs que pour les OPCO, et ils sont nombreux à participer à ce webinaire, c'est finalement le niveau d'information sur le déploiement de ce dispositif. Et c'est vrai que d'une part, tant chez certains OPCO que dans certaines entreprises, je crois que déjà, il y a une confusion entre l'ancien FNE formation tel qu'il existait auparavant et le FNE formation renforcé qui a été mis en place dans le cadre du Covid. Et ce que tu évoques là sur l'égalité de tous est un élément extrêmement important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'une entreprise qui correspondrait à une branche d'activité par rapport à une autre, qui serait dans une région par rapport à une autre région, ait un mode de traitement qui soit différent. Non, et puis là-dessus, le ministère a été très clair. L'enveloppe, elle est nationale, elle est donnée en tant que de besoin, et même si on a dit qu'il y avait 500 millions d'euros qui ne sont pas consommés à ce jour, hein, donc il n'y a aucune raison à ce stade qu'on ait des réponses de la part d'une directe de Nopco disant j'ai pas l'argent, l'enveloppe est consommée, c'est terminé, ou je l'ai sectorisé entre tel et tel secteur d'activité, entreprise, branche professionnelle ou département, ça ne marche pas comme ça. Donc, si vous avez ces réponses-là, alors c'est assez simple, hein, c'est soit on saisit directement la directe si c'est une réponse d'OPCO, soit on saisit la DGFP directement parce que c'est une anomalie. C'est clair que le dispositif, il est national, il n'est pas territorialisé, il est territorialisé pour sa gestion, mais dans ses conditions, il est national, il est uniforme et il n'a pas d'exception ni sectorielle ni géographique. Donc, ce que tu dis, Jean-Pierre, là, été là aussi encore très important, et il a d'ailleurs été confirmé tout à l'heure par la directe, c'est que l'enveloppe est importante. Il n'y a pas à ce stade de limite budgétaire. Et donc, vous pouvez faire vos demandes et ne vous sentez pas contraint. Et si on vous transmet des informations qui sont erronées, comme ça a pu être le cas dans les derniers jours, on avait un client qui, sur un projet important, s'est entendu dire qu'au niveau du département, il y avait 50 000 euros qui étaient à disposition de toutes les entreprises du département, eh bien, c'est une erreur et c'est un interlocuteur qui n'est pas encore informé du nouveau dispositif. Donc, dans ce Ouais, cas-là, vous nous… Pardon? ouais, ouais, non, on peut comprendre, Thierry, les choses se mettent en place de Bien sûr. manière rapide, il faut que les gens l'intègrent, etc. En même temps, les entreprises sont dans une situation où c'est vrai qu'on peut attendre de la réactivité de la part de tout le système de formation pour ne pas entraver quelque chose qui se veut très souple
très libre. Je rappelle que le ministère a bagarré avec Bercy pour avoir une enveloppe quantitative importante et pour que le dispositif soit le plus ouvert possible et le moins conditionné possible. Donc, on n'est pas sur une logique là où comment dire, le contrôle doit entraver la capacité de former de la part de ceux qui font. Tout à fait. Néanmoins, il y a quand même des problématiques qui se posent aux entreprises qui déposent un dossier. Et notamment, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, c'est les 1500 euros TTC ou hors taxe. Ouais. Euh, Alors, ouais, 1500 euros, c'est le montant de l'aide. Et l'aide porte sur la somme qui reste à la charge de l'entreprise. Ce qui veut dire que une entreprise qui récupère la TVA, elle va demander une aide sur le hors-taxe. Une entreprise qui se fait facturer par un organisme de formation avec de la TVA mais qui ne la récupère pas, elle va demander une aide sur le TTC puisque c'est la charge qu'elle supporte. Donc les 1500 euros ne sont pas par nature TTC ou hors taxe, ils correspondent au régime de l'entreprise, c'est ce qu'elle supporte. Et donc une entreprise qui ne récupère pas la TVA sera sur 1500 euros TTC et les autres sur 1500 euros hors taxe. Mais encore une fois, ces 1500 euros, c'est juste sur le délai d'acceptation ou d'instruction de la demande. Ce n'est pas du tout un plafond de coût de formation ou un coût forfaitaire de formation qui serait, comment dire, qui serait prédéterminé. Donc la formation a un prix et derrière, dans l'instruction, ceux qui instruisent acceptent automatiquement en dehors de ce coût moyen et vérifient un peu. Alors, vérifie au-delà, sachant que, et c'est un deuxième sujet pour les entreprises, au-delà, on n'a pas de repère. C'est-à-dire, on dit il faut quand même que vous soyez, pour les directs, attentifs à ce qu'il n'y ait pas des coûts excessifs, à ce que les gens ne facturent pas n'importe quoi. Sauf que, les formations à distance ont quand même été des formations beaucoup moins financées que les formations présentielles. Donc, ni les directs ni les OPCO n'ont, à ce jour et à ma connaissance, de grille très bien établie pour savoir quel est le modèle économique et le vrai prix d'une formation distancielle. Et donc, ils ont tendance à réappliquer les barèmes des présentiels, ce qui n'a strictement aucun sens. Et la question qui devrait être posée, je pense qu'elle devrait faire abstraction de la formation et de sa durée en disant est-ce que pour acquérir le type de compétences, on devrait raisonner sur l'objectif, pour acquérir le type de compétences visées, est-ce qu'on avait vu des OPCO pratiquer comme ça, dire écoutez, peu importe qu'un CACES dure un jour, 2 jours ou 3 jours suivant le cas, etc. Si au final les gens l'obtiennent, ça vaut 500 euros, 600 euros, 800 euros ou 300 euros, peu importe. Mais on fixe un forfait, on sort de ces questions de durée. Je ferai remarquer que sur les dispositifs que l'État pilote, c'est-à-dire le CPF et l'apprentissage, qu'il pilote très directement, il est passé dans les deux cas au coût forfaitaire, où il n'y a plus de notion de coût horaire. Et donc, cette notion de coût horaire qui est déconnectée de l'économie de la formation, ce n'est pas la bonne question. C'est à quel niveau on va porter les gens, quelles compétences on leur donne, et est-ce que du coup le prix est un prix raisonnable ou pas. Mais on n'a pas, France Compétences a une mission d'observatoire des prix. À ce jour, on n'a pas de référence, etc. Je dis ça parce que on a un risque d'arbitraire de la part des entreprises de tomber sur tel ou tel instructeur qui dirait ah ben non, moi je trouve qu'au-delà du X, c'est un peu trop ou pas assez, ou etc. Et on pénaliserait inutilement une entreprise dans un dispositif qui se veut, je le rappelle, un dispositif très ouvert. Oui, mais ce qui est compliqué, Jean-Pierre, alors d'abord sur la question de prix, je voudrais rajouter qu'évidemment une licence e-learning qui est complètement déshumanisée, évidemment vaut moins cher qu'une formation dans laquelle on fait intervenir un expert et un Oui, formateur. elle est peut-être même pas éligible, Thierry, hein, parce que je rappelle que toute formation nécessite un accompagnement humain, quelle que soit la forme qu'il prend. Hein. Eh ben, écoute, c'est une excellente nouvelle parce que nous sommes convaincus, si tu veux, que les formations totalement déshumanisées ne génèrent pas la transférabilité
que le collaborateur et l'entreprise sont en droit d'attendre. Mais ce que je voulais revenir parce que tu as évoqué la limite des 72 heures pour le traitement. Tu as évoqué la limite des 1500 euros TTC ou hors taxe en expliquant que la situation variait selon que l'entreprise récupère la TVA ou ne la récupère pas. La difficulté qu'ont les entreprises aujourd'hui, elles veulent aller vite. Elles veulent aller vite parce que même si on a une opportunité fantastique qui est de pouvoir prolonger la formation jusqu'au 31 mai, même si mes collaborateurs, et c'est une excellente nouvelle, reprennent leur travail avant la fin du mois de mai, néanmoins, on est dans un délai qui impose d'aller vite. Et l'inquiétude qu'ont les entreprises, et elle est légitime, même si encore une fois, c'est vrai que c'est compliqué pour les directs et c'est compliqué pour les OPCO d'intégrer toutes les modalités dans le contexte actuel de ce dispositif, mais les entreprises ont toujours l'appréhension de se dire est-ce que le collaborateur qui va valider mon dossier, qui va instruire mon dossier, a en tête la règle des 72 heures, a en tête la règle que la subvention porte sur 1500 euros et que quand on m'envoie une facture avec de la TVA à 1800 euros, eh bien la formation vaut bien 1500 euros. Tu vois, c'est ça la difficulté. Et je pense qu'on est dans un environnement extrêmement contraint et que la difficulté, c'est de se dire est-ce qu'il y a véritablement au niveau de l'instruction, mais pas de façon délibérée, juste pour une question de maîtrise du dispositif, une égalité de tous devant cette fantastique opportunité qu'est le FNE Formation dans une situation d'une extrême gravité pour nous tous. Oui, on invite les OPCO à la coopération inter-OPCO. Je pense qu'ils ont là un champ d'application très rapide qui consisterait à échanger entre eux sur les bonnes pratiques en matière de prise en charge, de réactivité, de comment ils traitent un dossier quand c'est eux qui sont à l'instruction, puisqu'on va le voir, tu as préparé un petit tableau pour ça, dans la majorité des régions, les OPCO financent. Il y a beaucoup de questions, donc je voudrais y Ouais. répondre sur le format du e-learning, la FOAD, etc. Une question disant les financeurs doivent-ils appliquer les formalités administratives des FOAD? Mais il n'y a plus de modalités particulières pour les FOAD. Depuis la loi de septembre 2018, l'intégralité des formations ont des objectifs, un parcours pédagogique et une évaluation. Et dans ce parcours pédagogique, que l'on ait 100% de FOAD, une partie ou 0%, on est dans tous les cas sur les mêmes règles. Donc, il n'y a pas d'exigence particulière pour les FOAD. Et je vous rappelle qu'on a supprimé l'exigence. Oui, tu m'entends pas? Tu m'entends plus? Je vais couper la webcam. Est-ce que c'est meilleur en son là? Est-ce que tu m'entends, Thierry? Je remets la webcam. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends parce que moi je t'entends plus là. Tu peux peut-être couper ta caméra. Ouais, c'est ce que j'avais fait, mais ça améliorait pas le son. Là, tu m'entends là? Tu peux couper ta webcam. Ouais. Est-ce que c'est bon là? Est-ce que ton micro est bien activé? Ouais, ouais, le micro est activé. Tu m'entends là? C'est bon? Ou tu m'entends pas? Jean-Pierre, Ouais, je t'entends, mais toi, tu m'entends pas là ou alors tu m'entends? Tu m'entends pas? si c'est bon. C'est bon? Ouais. Alors, je disais, il n'y a aucune condition spécifique pour les formations distancielles par rapport aux autres formations du point de vue des modalités administratives. Et le ministère vient en plus de mettre en place un certificat de réalisation. La traçabilité, c'est tout ce que l'on a fait pendant le parcours, quoi que l'on fasse. Les durées de formation, ce sont des durées estimées, puisqu'on a considéré qu'avec la multimodalité en formation, la notion de durée réelle n'avait plus aucun sens et on n'a plus besoin de la durée réelle. Donc voilà, il faut juste que les financeurs acceptent de sortir des pratiques parfois anciennes
et d'appliquer véritablement les règles nouvelles, surtout dans ce dispositif, encore une fois, qui est très ouvert. Et il y avait une autre question à laquelle je voulais répondre, c'est que euh, il, alors, il y a quelques exceptions chez certaines directes, mais en principe, il n'y a pas de rétroactivité. Donc, il y a quand même le conseil d'attendre d'avoir l'accord pour pouvoir lancer les formations. Parce que si on n'a pas l'accord, il y a un risque, alors au moins que des formations postérieures à la demande, et pour plus de sécurité, effectivement, attendre d'avoir l'accord pour lancer les formations. Peut-être pourrait-on regarder, Thierry, le tableau des OPCO et des Oui, directs. j'aurais. Laurine, allez-y. Bon, j'aurais bien dit quelques mots sur la qualité des formations, mais là, le temps court. Mais en tout cas, ce n'est pas parce qu'un dispositif prend en charge 100% des coûts pédagogiques que votre niveau d'exigence sur la qualité avec laquelle ces formations à distance sont déployées doit être moindre. Donc, vraiment, soyez vigilants. Si on veut embarquer, ne pas dégoûter les collaborateurs avec des formations à distance qui les dégoûtent définitivement du distanciel, eh bien, il faut être vigilant sur la qualité des dispositifs et des modalités pédagogiques avec lesquelles ces formations sont déployées. D'accord. Alors, vous avez là ce qu'on a pu récupérer comme information, enfin surtout Thierry qui a fait un gros travail pour récupérer ces infos. Pour, suivant les régions, est-ce que la directe traite directement les dossiers ou est-ce qu'elle s'appuie sur les OPCO? Ce que l'on peut conseiller, c'est de poser en premier peut-être la question à votre OPCO de savoir si il instruit ce dispositif et si vous pouvez déposer les demandes auprès de lui, puisque dans la majorité des cas, quand même, l'OPCO va être votre interlocuteur. Ça présente un autre intérêt, le fait que l'OPCO soit votre interlocuteur. C'est que du point de vue financier, l'aide de l'État, c'est 50% au démarrage et 50% en sortie. Lorsque l'OPCO intervient, c'est lui qui va pouvoir qui va recevoir les fonds de la directe et qui pourra procéder à la subrogation, ce qui vous évite d'avoir à faire l'avance auprès de l'organisme, être remboursé par l'État ultérieurement. Donc, c'est une modalité à la fois plus simple. Il faut juste que vous trouviez, alors passez par votre conseiller habituel si vous le connaissez, il faut juste que vous trouviez le bon interlocuteur pour cela. Je pense qu'aujourd'hui, les OPCO sont à peu près tous prêts pour gérer ce genre de dispositif. Il faut juste qu'ils harmonisent les pratiques dans les régions de leurs conseillers, etc. Mais c'est sans doute la première voie auprès de laquelle se référer pour passer les demandes. Et j'en profite pour dire que les demandes, c'est pas une demande par formation, c'est pas une demande par salarié, c'est pas une demande par prestataire de formation, c'est un plan de formation groupé dans lequel on met tout et on transmet. Et que si on a transmis une demande, rien n'empêche d'en déposer ultérieurement une autre si on a toujours des salariés en activité partielle. Donc, ce n'est pas limité. Donc, on peut initier un premier plan de manière rapide si on a des formations qu'on est prêt à déployer. Et ensuite, on peut déposer d'autres demandes si on s'aperçoit qu'on a d'autres besoins ou d'autres salariés qui sont prêts à se former. Et par rapport à une Alors, remarque encore qui était donnée, Jean-Pierre, oui, dis-moi. Jean-Pierre, une question parce que il y a pas mal de nos confrères organismes de formation qui participent aussi à ce webinaire. Quelles sont les modalités de paiement des organismes de formation lorsque le dispositif est géré par l'OPCO? Est-ce que l'OPCO paye 50% au démarrage et 50% à la fin du parcours, comme c'est le cas avec la directe ou pas? L'OPCO va recevoir ou devrait recevoir 50% au démarrage de la part de l'État. Bon, après, c'est la question de savoir, et moi je ne peux pas parler au nom des OPCO, hein, bien évidemment, de savoir si par rapport à ses adhérents, l'OPCO a les moyens ou pas
de faire l'avance en trésorerie ou par rapport aux organismes de formation, de faire l'avance à trésorerie ou s'il va attendre d'avoir effectivement reçu les fonds pour procéder au paiement. Donc ce circuit-là peut effectivement, là pour le coup, être un peu différent suivant les OPCO. OK. Et un petit mot sur les justificatifs. Puisque dans l'accord avec la directe, il y a un bilan d'exécution qui est nécessaire pour payer le solde. Quand c'est avec un OPCO, Ouais. quels sont les justificatifs qui sont à lui remettre? Exactement les mêmes parce que l'OPCO ne rajoute pas ses propres conditions aux exigences que peut avoir la directe. Il ne fait que les reproduire. Et encore une fois, on retrouve le fait que, quel que soit l'OPCO dont je dépends, le dispositif est un dispositif de l'État. L'OPCO est un instructeur relais payeur qui rend le service, mais ce n'est pas des ressources qu'il gère lui avec ses propres conditions et ni sur les documents et les justificatifs, ni sur les taux horaires, ou etc. C'est un dispositif particulier où il joue le rôle d'appui à un service que l'État lui demande de lui rendre. Et donc, les justificatifs sont les mêmes dans tous les cas. Le ministère, certes, il y a le bilan à fournir pour formation, pendant combien de temps pour vérifier que l'exécution correspond au programme initial et pour demander le paiement du solde. Et ce Jean-Pierre? parce que moi, Jean-Pierre? apparemment, les gens m'entendent correctement. Oui, Oui, pardon, vas-y. oui, oui. Non, non, c'est bon. Je pense qu'on peut essayer de prendre quelques questions, Thierry, parce qu'on Alors, va arriver à terme. Mais j'ai il y un en a point, beaucoup. Jean-Pierre, que je voulais soulever avec toi, c'est que dans les instructions, enfin l'organisation selon les régions entre les directs et les OPCO, il est précisé que certains OPCO ne participent pas au déploiement du dispositif. Est-ce qu'on sait aujourd'hui les OPCO qui ne déploient pas le FNE, y compris dans les régions, dans lesquelles les directs s'appuient sur les OPCO? Non, je n'ai pas cette liste-là. Je suis désolé. Non, je ne sais pas quel OPCO euh, ne, ne participe pas au dispositif. OK. Moi, j'avais Donc, plutôt si, l'impression que la totalité participait, puisque les directs renvoient parfois en totalité vers l'OPCO, hein. d'accord. Une, une, une question sur la consultation du CSE. C'est vrai que quand on demande une aide de l'État, en général, on a besoin de joindre l'avis du CSE. Alors, comme pour tout projet de formation, la consultation du CSE est une obligation, mais par contre, c'est pas une pièce obligatoire. Pas, il faut que vous auriez dû le faire en disant
Jean-Pierre? Jean-Pierre, on ne t'entend plus. Jean-Pierre? Ah, de Jean-Pierre? nouveau, on m'entend plus. Là, ça y est, on t'entend. J'entendais bien. Est-ce que tu peux Ouais. couper ta webcam? Ah ouais, si tu veux. Je sais pas si ça améliore. Est-ce qu'on m'entend mieux? Tu Oui, on m'entends là? t'entend là. Ah ouais. D'accord. Donc, je vais essayer de prendre quelques questions. Oui, alors des confirmations hein, des OPCO qui sont en ligne. La subrogation sera privilégiée. Paiement plutôt en fin pour les formations de courte durée et paiement 2 fois uniquement pour les formations plus longues. Euh, alors, j'ai une question, je l'avais traitée au départ, mais je veux bien, puisque la question est posée, ça veut dire que soit j'ai pas été clair, soit le son n'était pas bon. Quand on a déposé plusieurs déclarations d'activité partielle par région, les demandes de prise en charge doivent se faire pour les salariés concernés, là où a été déposée la demande d'activité partielle. Si vous avez plusieurs établissements et que vous avez fait des déclarations par région, le FNE, ce sera par région, ce ne sera pas un global. Il faut que les gens, enfin, il faut que les directs, au final, puissent faire le lien entre l'autre. J'ai une question en disant, est-ce qu'on peut former les salariés sur les temps de chômage partiel ou sur l'activité partielle? En réalité, c'est la même chose. En fait, le dispositif activité partielle, ça veut dire que je travaille. Jean-Pierre? Partiellement Écoutez, je suis désolé, je pense que et il y on a avait. préféré le terme positif d'activité partielle au terme négatif de chômage partiel. Mais c'est bien pendant la travail pas qu'on peut les former. Jean-Pierre, Jean-Pierre, je crois qu'on a des gros problèmes pour t'entendre également. Ce que je vous propose, c'est que là, comme il y a un problème de communication avec Jean-Pierre, c'est que de De toute toute façon, façon, on va récupérer les questions et ouais, on apportera les réponses. On va. C'est ça. ok. En tout cas, ce que je voulais vous dire, d'abord remercier Jean-Pierre d'avoir trouvé la disponibilité de nous éclairer une fois de plus sur le FNE Bénévole, de toute façon. formation. Je crois que nous sommes tous convaincus, après avoir entendu Jean-Pierre, que le FNE formation est une véritable opportunité, une opportunité individuelle pour tous nos collaborateurs, pour les collaborateurs qui sont actuellement en activité partielle, une opportunité aussi pour les entreprises. Donc, formons les collaborateurs, développons les compétences. C'est dans cet esprit-là que le gouvernement investit des sommes considérables. Soyons exigeants sur la qualité des dispositifs qui sont déployés et je crois qu'on réussira tous à créer de la valeur partagée pour les collaborateurs et pour les entreprises. Merci à tous de votre participation. Bien évidemment, on vous enverra le replay. Encore toutes nos excuses pour les problématiques, mais c'est je dirais les joies du direct et de la communication dans cette période où la communication est très sollicitée. On répondra également à vos questions-réponses
Et surtout, n'hésitez pas à vous tourner vers votre consultant MyConnecting si vous avez la moindre question. On vous apportera des éléments de réponse de façon à vous aider et surtout à vous accompagner, que ce soit pour déployer le digital, la bureautique, les soft skills. On a une offre à distance qui est extrêmement performante et qui marche très très bien, mais au même titre que sur le digital, la bureautique et les langues. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. Nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner et réussir ensemble. À très bientôt.